Cube Radio. On les critique, on les juge, on dissèque leurs faits et gestes. Mais qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens? Loin du débat partisan, au-dessus de la mêlée, je vous offre de les découvrir pour essayer de les comprendre. Emmanuel présente Andrew Scheer. Il y a quand même quelque chose de fascinant, c'est que Andrew Scheer a sa photo sur les murs, un immense portrait sur les murs d'un des couloirs du Parlement. Pourquoi? Parce que finalement, avant d'être chef du Parti conservateur, il a été président de la Chambre des communes, le plus jeune à jamais avoir ce poste-là. Donc, il y a son portrait dans la galerie des présidents à côté de ses prédécesseurs, Peter Milliken et les autres. Et donc, ces députés peuvent le voir passer, voir son portrait. C'est son double rôle, lui qui a été élu donc président des communes pendant tout le règne, pendant toute la majorité de Stephen Harper, de 2011 à 2015. Ses adversaires l'appellent Stephen Harper avec un sourire. C'est vrai que Andrew Scheer a un sourire par moments désarmant. Il émane de lui une gentillesse qui tranche avec l'image qu'on s'est fait du Parti conservateur au fil des dernières décennies. En 2004, à 32 ans, il est devenu le plus jeune président de la Chambre des communes. Pas surprenant peut-être pour quelqu'un qui séchait ses cours au secondaire pour aller assister à la période des questions. I beg to return my humble acknowledgements to the House for the great honor you have placed to confer upon me by choosing me to be your speaker. Car même s'il est député de Regina-Capelle en Saskatchewan, Andrew Scheer est un petit gars d'Ottawa. Père bibliothécaire du journal Ottawa Citizen, mère infirmière à l'hôpital pour enfants. Curiosité politique, engagement social, tout y était pour forger l'homme politique qu'il est devenu. Pourquoi la Saskatchewan alors? Par amour, voyons. Pour Jill, aujourd'hui mère de ses 5 enfants. Bonjour, la conciliation au travail-famille. On comprend qu'il ait un peu hésité à se lancer dans la course à la succession de Stephen Harper. Contrairement à Justin Trudeau et les 39 autres députés libéraux, nous allons s'occuper du Québec. Il s'est présenté comme celui qui pouvait unir les différentes factions au sein du parti. Sa défense de la gestion de l'offre et aussi l'appui de la frange des conservateurs sociaux chrétiens du parti lui auront permis de survivre aux 13 tours de scrutin le 27 mai 2017. Avortement, mariage gay, Andrew Scheer a beau s'y opposer personnellement. Comme chef, il promet de ne pas rouvrir ces débats. Il se voulait un candidat de compromis face à Maxime Bernier, mais on s'entend, le courant n'a jamais passé et le divorce sera brutal. However, since losing the leadership, Maxime has repeatedly demonstrated that he is more interested in advancing his personal profile than advancing conservative principles. Andrew Scheer doit maintenant se battre sur 2 fronts. Il doit surtout gagner la confiance des Canadiens pour réaliser son grand rêve. Je vous présente Andrew Scheer. 30 minutes, c'est pas bien long pour faire mon truc, là. On était supposé avoir... On peut-tu faire une pause puis reprendre la fin ensemble après, peut-être? Non, c'est parce qu'il y a 2 entrevues. OK. Bon, mais let's go. OK. On va faire ça vite. Monsieur Scheer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Oh, c'est mon plaisir. Les Québécois commencent à vous connaître, mais ils connaissent le chef du Parti conservateur, mais pas beaucoup Andrew Scheer. Je lisais sur vous et est-ce que c'est vrai que vous avez rencontré la première date avec votre femme? C'était au téléphone? Oui, c'est vrai. Mais voyons donc. Mon amie a visité Regina et elle a trouvé Jill, et elle me dit quand elle est retournée, j'ai la parfaite fille pour vous. Et après ça, l'amie de Jill a visité Ottawa et elle a dit la même chose. J'ai trouvé le parfait garçon pour toi. Alors, elle a arrangé une rencontre par téléphone un soir. J'ai pris le téléphone, appelé un numéro et j'ai commencé à parler à Jill. Ça, c'est la première fois. Puis vous saviez tout de suite? C'est comme love at first sight. L'amour à la première sonne.
Tellement tôt, oui. Oui, c'est clair immédiatement qu'il y a une connexion. On a parlé pour peut-être 3 heures et on a trouvé que nous avons le même sens d'humeur, on trouve les mêmes choses intéressantes, beaucoup de choses en commun. Alors oui, absolument. Très très tôt dans notre relation, j'ai dit OK, je pense que ça c'est la personne. Ah oui, hein? Puis c'est quoi? C'est vos ambitions? C'est vos... Pour moi, c'est chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, si je vu quelque chose de drôle, si j'ai une journée très dure, c'est le fait que j'ai besoin de parler à Jill. Je dis, je veux partager ça avec Jill. Je veux partager mes défis, de parler les événements de le jour. J'ai dit, OK, ça c'est un signe, je pense que si chaque fois quelque chose a passé, je dois partager avec Jill. Ça veut dire quelque chose. Alors ensuite, elle a déménagé à Ottawa après 3-4 mois pour prendre ses études à l'Université d'Ottawa. Alors, on a la vraie opportunité de voir si on était compatible. Oui, merci. Vite, on a décidé que, OK, on va être sérieux. Puis déjà, à cette époque-là, vous lui avez dit que vous vouliez être premier ministre. Non, je peux attendu un peu pour ça. Oui. Non, mais honnêtement, je n'ai pas l'ambition d'être premier ministre à ce moment, comme un étudiant à l'université. Oui, OK, peut-être oui, c'est ça. J'aime la politique et je sais à un âge très très jeune que je veux poursuivre une carrière dans politique. Mais vraiment, à ce moment, je sépare le chemin pour ma vie professionnelle. Nous avons déménagé à Regina en 2003 et j'ai commencé de travailler dans une compagnie d'assurance. Et c'est vraiment quelque chose qui a présenté une opportunité pour l'investisseur à Regina Qu'Appelle, une élection très, très, très dure, très, très, très serrée. Oui, parce que vous étiez contre le doyen de la Chambre des communes. Oui, une députée NPD depuis 1968. Et j'ai gagné mon première élection avec seulement 861 voix, alors c'est très, très, très proche. C'est vraiment après les élections de 2015 où quand quelqu'un de mes collègues a dit « Est-ce que vous avez considéré de présenter comme chef? » Et je dis « OK, je vais regarder, je vais prendre une décision. » Qu'est-ce que vous aimez de la Saskatchewan? Parce que vous avez grandi ici, vous êtes un Ontarien, là, oui. Vous avez grandi à Ottawa. Qu'est-ce que vous aimez de la Saskatchewan? Il y a quelque chose. J'aime les communautés, les gens, la culture. Le fait que le Saskatchewan, c'est grand, mais avec pas beaucoup de population. C'est seulement 1 million des personnes. Alors, la province entière a un sens d'une petite communauté. Si quelqu'un dit je viens de Meadow Lake ou de Battleford, tout le monde sait quelqu'un qui vient d'une des petites villes aussi. Notre province sont tellement interconnectées. Je n'aime pas les hivers, mais j'aime les étés. Les étés sont aucune humidité avec les jours très 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 longs. Le soleil reste jusqu'à 21h midi, 22h au mois de juillet. Alors les étés sont parfaits en Saskatchewan. Parce que les gens dans l'Est regardent la Saskatchewan et disent Regina, c'est laid, c'est plate la Saskatchewan. C'est qui dit ça? Mais qu'est-ce qui est c'est rural, vous trouvez, c'est ça que vous aimez? Mais OK, c'est vrai que Regina, c'est plus petit. Il n'y a pas une équipe d'hockey professionnelle, mais il y a des équipes d'hockey juniors, il y a des festivals culturels, les concerts très, très grands. Le Rolling Stones a venu à Regina, à AC/DC aussi. Alors, les grands événements viennent à Regina, la même chose que Calgary et Vancouver. Alors, c'est vraiment la façon où les communautés viennent ensemble. Oui, parce qu'il n'y a pas le même niveau de choses à faire que les grandes villes comme Montréal, Québec, Toronto. Alors, c'est les gens créent les événements, là, les tournois de curling ou de baseball deviennent des événements très, très, très importants dans une communauté et
tout le monde vient voir. Les jeux de football des écoles secondaires sont vraiment intéressants pour la communauté. Et il y a quelque chose de magique dans Saskatchewan. Vous avez 5 enfants. Comment vous faites? Je sais pas. Jour par jour. Il y a aucune... Avez-vous toujours voulu beaucoup d'enfants, vous? Oui, je viens d'une famille de 3. J'ai 2 sœurs. Je suis l'enfant au milieu. Mais ma mère vient d'une famille avec de 9. Elle était 1 sur 9. Et quand mon grand-mère a décédé, tous les cousins étaient là pour appuyer ma grand-mère, pour assurer qu'elle n'est jamais seule. Il y a toujours quelqu'un pour assurer qu'elle était confortable. Et j'ai vu ça, je dis, il y a des bénéfices d'avoir une grande famille. On a toujours parlé d'avoir peut-être 4 et le 5e est venu et on s'en tellement content d'avoir une grande famille. En auriez-vous plus encore? Je sais pas. C'est difficile. Et Parce que vous avez quand même... Vous avez un boulot hyper prenant. Comment on fait pour être un bon père quand on est chef de l'opposition? Et ça, c'est la question que nous avons discuté souvent. De assurer que je suis un bon père, c'est un défi par soi. Nous avons une famille très très proche. La famille de Jill était tellement impliquée dans notre vie et quelquefois ma belle-mère vient à Ottawa pour assister avec leur frère. Mais une des choses que j'ai trouvé que quand je suis à la maison, je suis à la maison. Je ferme mon téléphone, je ne s'occupe pas de mes discours, de briefing notes, seulement après mes enfants aller coucher. Et quand je suis à la table, je mange avec eux, je gardais mon temps à la maison très très sacré parce que si je mélange, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours une courrière de reprendre, toujours un appel de faire. Et, alors pour moi, une façon d'assurer que je suis impliqué dans leur vie, que je suive leurs activités, c'est d'être là pour eux quand je suis à la maison, parce que c'est que quelquefois je dois voyager, je dois être sur le chemin. Alors, le payoff, c'est que quand je suis avec eux, je suis vraiment avec eux. C'est quoi le rôle d'un parent? Le rôle d'un parent, c'est de donner... C'est quoi être le plus grand défi d'être un bon parent dans la vie d'aujourd'hui? Ça, c'est une très bonne question. Et je pense que pour chaque parent, on doit décider leurs objectifs. Pour moi, c'est de donner tous les outils pour mes enfants de réussir dans leur vie, d'être bien équilibrés, d'avoir l'éducation, les disciplines pour eux-mêmes, de savoir qu'ils étaient aimés par leurs parents. Pour moi, c'est d'assurer que la maison, c'est un endroit sécuritaire, chaleureux. Oui, quelquefois, je dois discipliner les enfants quand ils font des choses en erreur, mais il doit être confortable à la maison. Il doit aimer être avec le reste de la famille. Alors, créer un endroit, un environnement calme, relax, confortable, chaleureux, beaucoup d'amour pour chacun. Ça, c'est l'essentiel pour moi. Un endroit dans le monde que vous voudriez faire découvrir à vos enfants? Avec mes enfants, un endroit que j'ai déjà visité. Que vous voudriez leur faire découvrir. OK. Mais mes enfants sont tous intéressés dans la géographie scandinavienne. Alors peut-être un voyage à Norvège, Suède, peut-être quelque chose comme ça. Aussi l'Asie. J'aime visiter cette région avec mes enfants aussi. C'est assez connu, vous êtes très croyant, ça vient de vos parents, ça, hein? Cette foi-là, c'est la façon dont vous avez été élevé, expliquez-moi. De mes parents? Oui. Oui, ma mère était une infirmière à l'hôpital pour les enfants ici à Ottawa. Et mon père a travaillé pour le Ottawa Citizen, le journal d'Ottawa. Et mon père est incroyable, il est
très, très intelligent. C'est comme, je n'aime pas de regarder Jeopardy avec lui parce que il sait tous les réponses immédiatement. C'est comme une encyclopédie. Il a parlé avec moi souvent, même quand j'étais jeune, de les affaires courantes, les principes politiques, l'histoire, la philosophie. Me donner une éducation à la maison très, très, très important. Et ma mère m'a inspiré parce qu'elle a travaillé très, très fort. Elle a eu des défis de sa santé, mais elle a travaillé chaque jour de sa vie jusqu'avant sa retraite. Et elle a toujours été là pour mes soeurs et moi aussi. Alors, de regarder mes parents qui ont travaillé très, très fort pour donner à les enfants les opportunités, une maison confortable aussi. C'est pas facile d'être un parent avec des enfants et j'ai beaucoup de respect pour eux. Est-ce que c'est de votre père que vous vient l'intérêt pour la politique? Oui, absolument, oui. Peut-être parce qu'il a travaillé pour un journal ici à Ottawa où les politiques sont toujours sur la première page. Pour mon père, c'est quand je posais une question, c'est drôle parce que j'ai toujours reçu une réponse complète. Et quand je dis complet, je dis complet. Il a commencé avec l'origine des mots. Alors, si je dis quelque chose comme une filibuster, il expliquait, OK, le terme filibuster vient d'un moment, et il a parlé des principes, des philosophies, les différences entre conservateur, libéral, socialiste, capitaliste, tous les systèmes de gouvernement. Et à ce moment-là, nous avons les pays de Europe d'Est, qui était avec le gouvernement dictateur, avec le communisme. Et quand j'avais 10 ans, le mur de Berlin a tombé. Alors, chaque soir, j'ai beaucoup de questions. Oh my gosh, c'est quoi ça? Il a expliqué dans une manière très, très, très compréhensive pour me donner tout le scénario. Et ça m'a inspiré que nous vivons dans un pays où on ne doit pas tuer nos chefs, avoir des révolutions pour changer le gouvernement. Ça, c'est un système qu'on doit protéger. Et l'autre chose que mon père a toujours assuré que nous savons, c'est nous avons le droit d'impliquer pour changer les choses. Et si nous n'aimons pas quelque chose, une règle, une loi, une façon de notre société, on peut changer, on peut être membre d'un parti et travailler sur une campagne électorale. Pourquoi vous êtes conservateur? C'est quoi être conservateur pour vous? Pour être conservateur, c'est de reconnaître le fait que la vraie prospérité vient des marchés libres et aussi de reconnaître que la société était plus grande que le gouvernement. Les libéraux, les gens de gauche, croient dans le gouvernement la solution pour chaque problème. Et les conservateurs disent que souvent, le gouvernement cause plus de problèmes qu'il règle. Et pour moi, si nous croyons vraiment dans la liberté individuelle, vraiment dans les limites pour le gouvernement, dans les marchés libres, on doit être conservateur parce que quand on voit l'État qui vient si grand, on voit tous les pays où il y a un très, très grand gouvernement qui s'implique dans chaque aspect de notre vie. Les gens de ce pays quittent pour les autres pays, comme le Canada, comme les États-Unis, comme le Royaume-Uni. Alors, on doit protéger nos libertés, notre système économique. Pour moi, c'est la différence entre un conservateur et un libéral. Pourtant, quand vous étiez à l'université, c'est vers Preston Manning, c'est vers le Parti réformiste que vous êtes tourné. Pourquoi? C'est une bonne question. À le moment, j'ai vu une situation avec le mouvement conservateur où il y a les grandes divisions. Et j'ai pensé que le mouvement réformiste pourrait avoir une renaissance, peut-être pour le mouvement conservateur. C'était après les élections de 1993 où le Parti conservateur était presque détruit. Il y a seulement 2 sièges. Et c'était pas évident, c'est
quoi forme le mouvement conservateur va adopter. Mais en 2003-2004, j'étais une des militants qui veut avoir l'unité de notre mouvement. J'ai vu les années 1993 jusqu'à 2004, j'ai vu que les conservateurs avaient bien plus en commun. Les conservateurs, les réformistes, l'Alliance canadienne, nous avons 80% de terrain en commun et en combattre sur les domaines que nous ne sommes pas en accord avec. Et les libéraux gagnent élection après élection après élection. Alors, ça c'est une leçon pour moi très tôt dans mon vie, dans ma carrière, que c'est mieux pour les conservateurs quand on peut discuter nos différences, oui, avoir les congrès où on peut avoir les votes sur les politiques, mais après ça, on doit rester unis et concentrer sur le terrain en commun. Pourquoi on a souvent l'impression, quand on regarde la vie politique canadienne, que la coalition conservatrice, cette tente-là, elle est plus fragile, elle est plus compliquée que la coalition libérale. Comment ça se fait? Ah, ça c'est une très bonne question. Peut-être quelqu'un peut écrire une théorie. Oui, exactement. Non, mais vous, de votre expérience. C'est difficile de voir, d'expliquer. Probablement parce que nous avons une tradition d'avoir beaucoup des partis de conservateurs. Le parti conservateur progressiste était une coalition entre les progressistes et les conservateurs. Avant ça, c'est il y a les crédités sociaux qui est brisé de le parti. Les différences entre le gauche et le droit aussi, parce que pour nous gardons nos principes et quelquefois il y a des décisions et les gens de notre parti disent je ne peux pas suivre parce que c'est une question des principes, et les libéraux sont plus pragmatique peut-être à quelques époques. Il n'y a pas la même racine des principes. Mais aussi, je peux vous dire qu'il y a la division en la gauche aussi. Il y a l'NPD et les libéraux. Alors, et quelquefois, les gens déménagent à une à l'autre. Alors, il y a leur propre division aussi. Mais vous qui êtes en faveur de l'unité dans votre parti, est-ce que c'est un échec d'avoir perdu Maxime Bernier et pas seulement lui sur un niveau personnel, mais les gens qui suivent ses idées aussi? Non, c'est clair que c'est mieux d'avoir l'unité de notre mouvement, mais je suis tellement confiant que nous avons gardé notre unité, parce que M. Bernier, c'est une partie d'une seule personne. Il a choisi les politiques. Il a s'installé comme chef sans course à la chefferie. Il a décidé toutes les choses. Et je suis convaincu que il y a aucune chose que je peux avoir à faire pour garder Maxime dans notre parti. Il a décidé. Parce que lui dit qu'il vous a demandé de garder une de ses idées. Non, ça c'est faux. J'ai fait plusieurs offres à Maxime de dire, OK, nous avons deux enjeux très, très clairs. Le libre-échange avec la Chine, il a été en faveur, je suis contre, et le système de gestion de l'offre. Et j'ai dit à Maxime, nos membres ont décidé. Il a voté pour moi, je suis le chef. On va prendre le système de gestion de l'offre et on met à la côté pour nos discussions. Je vais toujours appuyer le système. Vous avez eu une dizaine, 12, 20, 30 idées dans votre plateforme. Et beaucoup, c'est le même que moi. Alors, travaille sur une ou deux ou trois. Il a jamais participé dans nos systèmes pour développer nos politiques. Il m'a dit qu'il veut concentrer sur éliminer son dette de la course. Et quelques jours après, il a éliminé son dette. Il a quitté notre parti. Alors, pour moi, je suis sûr que il y a aucune chose que j'ai pu faire de changer sa décision. Je suis sûr, convaincu, qu'il a pris son décision le 27 mai 2017 à Toronto, quand les résultats de la course à la chefferie étaient annoncés. Il a pris sa décision, ça c'est clair. Il n'y avait rien à faire. Non. Je vais vous demander, c'est un peu l'éléphant dans la pièce quand vous faites campagne, surtout au Québec, il y a une méfiance autour de ça. Vous êtes très croyant, vous êtes contre l'avortement, vous êtes marié. Prenons ce débat-là sous un autre angle. La foi dans la vie, c'est quoi pour vous? J'ai dit clairement que je ne vais jamais ouvrir les débats, et je pense que ça c'est la position de la grande majorité des Québécois et Québécoises et les Canadiens. Vous permetteriez à un député
de déposer un projet de loi? Ben, j'ai dit à mon caucus qu'on doit proposer les projets de loi qui aident à l'unité de notre parti. Oui, nous avons le droit de parler et d'exprimer nos positions, mais comme un parti, comme un gouvernement, on doit assurer que chaque projet de loi contribue à l'unité de notre parti. Pour moi, ma foi, c'est des points de navigation dans ma vie. C'est quoi que je veux vivre mon vie? C'est quoi ma propre philosophie? Comment je veux avoir des relations avec les autres? D'assurer que je suis un membre de société qui contribue à quelque chose. C'est normal pour les gens d'avoir un système ou un autre pour guider nos décisions, nos manières. C'est pourquoi quelques-uns veulent aider les pauvres. Pour quelques dans notre société, c'est une motivation religieuse. Pour les autres, c'est pas religieux, c'est plus humaniste. C'est d'accord aussi. Il y a beaucoup des choses qui peuvent motiver nous-mêmes de faire quelque chose ou un autre. Et pour moi, c'est le rôle de la foi dans ma vie. Est-ce que vous êtes aux gens qui se méfient de ça? Non, parce que c'est normal pour les Canadiens d'avoir quelques connexions. Oui, il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui passent le même lien que peut-être leurs parents ou les autres membres de notre société. Mais quand on voit les nouveaux arrivants des autres pays, ils gardent leur foi quand ils arrivent ici au Canada. Et ça, c'est une chose que j'aime de Canada. Nous avons un système où nous avons le droit d'avoir la foi, et on peut avoir notre propre religion, mais aussi nous sommes un pays qui respecte tous les points de vue et les libertés et les droits de tout le monde. Et ça, c'est la chose de le Canada qu'on doit protéger. Je pense que l'idée que suivre quelques, peut-être pas règles, mais guidelines, pour être un bon humain, pour moi, il vient de peut-être ma foi, mais pour les autres sources, c'est le résultat que je veux aider les autres dans la société. Je veux aider les pauvres. Je veux assurer que les gens aient l'opportunité d'avancer. Je pense que tout le monde savent. C'est un aspect de notre société normale qu'il y a beaucoup de groupes qui a leur propre religion et ça c'est normal. La culture, c'est quoi pour vous? C'est une autre théorie de doctorat. C'est les aspects qui donnent la définition à notre société. La musique, c'est l'art, c'est les romans, les livres, mais aussi c'est peut-être une attitude, c'est la façon que nous célébrons nos fêtes, et tout ensemble on crée une culture. On peut ajouter la langue aussi. La langue influence la culture et la culture influence la langue. C'est tout interconnecté. Avez-vous un auteur marquant dans votre vie? Peut-être pas une seule. Maintenant, je suis en train de lire un livre sur l'histoire romaine. Je lis plus en plus les briefing notes que des livres, mais... Et c'est important, la littérature dans votre vie? Vous avez toujours lu beaucoup? Oui, parce que ma famille n'a pas eu une auto, alors j'ai pris l'autobus partout à Ottawa et j'ai toujours un livre avec moi. Quand j'étais à l'école secondaire, j'ai lu beaucoup des différents genres. J'aime l'histoire et j'aime l'histoire expliquée dans une façon de roman. Alors, en anglais, c'est historical fiction. C'est une histoire peut-être pas vraie, mais qui parle des événements qui étaient... Donc, quel livre vous a marqué dans ce sens-là? Il y a un livre qui s'appelle I, Claudius. C'est le premier 5 empereurs de l'Empire de Rome. Alors, ça, c'est une que je peux souvenir, oui. Le Québec, c'est quoi? C'est une province incroyable avec un peuple fort et dynamique. Et j'ai agrandi ici à Ottawa. Alors, j'étais toujours à Gatineau. Peut-être pas toujours, mais des fêtes de semaine. Et, aller faire la fête à 17 ans. Et à Montréal, souvent aussi. C'est une province fondatrice de notre pays. C'est une partie intégrale de le Canada. C'est la province qui aide à donner notre pays une identité très, très distincte. Êtes-vous inquiet de voir en ce moment l'affrontement qui se dessine entre le Québec et le reste du pays sur l'immigration, les pipelines? C'est comme si on revient là, à cette ère où il y avait un choc entre le Québec et le rock.
C'est vrai que chaque fois que je remarquais que chaque fois il y a une Trudeau à le bureau du Premier ministre, il y a des problèmes avec l'unité nationale. Facile, Un peu plus de partisanerie, là. Mais non, c'est vrai. Mais je pense que il y a une différence entre quelques politiciens, quelques gens qui viennent de Québec et les Québécois et Québécoises. Et quand j'étais au Québec et je parle de le secteur énergétique, des gens au Québec savent qu'il y a beaucoup de dommages dans le secteur énergétique, que les gens d'Alberta, de Saskatchewan, il y a beaucoup de peur pour leur futur. Et ils savent ça. Et ils préfèrent, tous les sondages disent que les Québécois préfèrent le pétrole de l'Ouest du Canada que le pétrole des États-Unis. Il y a beaucoup des emplois dans le secteur manufacturier qui dépendent sur notre secteur énergétique aussi. Quand je suis dans les régions du Québec, c'est presque comme pareil d'être dans les régions de Saskatchewan. Il y a beaucoup en commun. Oui, la culture est différente, mais les communautés rurales, la connexion entre le secteur d'agriculture, et je pense que si on a un gouvernement qui respecte les champs de compétences provinciales et aussi défendre les compétences fédérales, c'est sûr qu'il y a quelques décisions que peut-être une province ou une autre n'aime pas. Il y a plus de friction entre l'Alberta et la Colombie-Britannique aujourd'hui. Alors ça, c'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir un premier ministre qui toujours traite chaque province dans une manière juste, qui reconnaît que chaque province a les besoins uniques, les défis uniques, et peut avoir une solution pour eux qui ne s'applique pas à un autre. La même puissance à Ottawa, le même traitement. On peut avoir l'unité nationale s'il y a un premier ministre qui regarde des situations comme ça. Donc, vous pensez, vous, que malgré le fait que tous les politiciens au Québec disent qu'il n'y aura jamais un pipeline qui va traverser le Québec, vous pensez qu'on peut finir par convaincre les Québécois? C'est pas les Québécois qui sont en opposant d'une pipeline de l'Ouest du Canada à l'Est du Canada. Il y a des autres politiciens qui disent, OK, il y a des inquiétudes avec le projet qui était proposé, mais en principe, d'avoir une façon de déplacer le pétrole étranger, de déplacer le pétrole de les chemins d'affaires. Le premier ministre d'Alberta a acheté 25 000 wagons de train pour transporter le pétrole. Ça, c'est pas une solution pour les Québécois et Québécoises. Nous savons les risques avec ça. Il y a des politiciens qui a des raisons pour opposer, mais pas en principe, la philosophie derrière un projet. Alors, on doit assurer que nous avons un processus transparent avec des standards très, très, très élevés. Et je suis convaincu qu'après ça, on peut proposer un projet avec... Donc, un autre projet que EnergiS. Oh, peut-être un autre, mais je sais pas, parce que la compagnie a quitté le projet. On sait pas s'il veut revenir. OK, on peut parler, on peut trouver une façon de donner la confiance aux les Québécois. Mais à la fin du jour, il y a des champs de compétences provinciales, il y a des champs de compétences fédérales. Et pour assurer que le Québec peut avoir des gains, avec un projet comme ça, il y a beaucoup de discussions pour avoir un corridor pour l'énergie, l'hydro de Québec, le pétrole de l'Ouest du Canada, la raffinerie à Saint-John, mais aussi il y a une raffinerie à Lévis. On peut parler d'une situation tout ensemble pour assurer que chaque province peut avoir des bénéfices d'un projet comme ça. Merci beaucoup, M. Scheer. Merci. Si vous aimez mon balado, aidez-nous en le partageant sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas à donner votre avis, laisser un commentaire. Oui, 5 étoiles, c'est bon. C'est très utile pour faire découvrir la série. Merci d'être à l'écoute. Vous pouvez bien sûr me suivre sur une foule d'autres plateformes, Twitter, Facebook. Vous pouvez lire mes chroniques sur le site de TVA Nouvelles, encore écouter mes analyses, que ce soit à Mario Dumont, La Joute à LCN, au bulletin de 22h avec Sophie Thibault à TVA, ou encore, surtout, ne pas manquer l'émission politique du dimanche que j'anime, La Joute, édition dimanche à 10h et 17h sur LCN.
À la recherche et l'animation, moi-même, Emmanuelle Latraverse. Au montage, Anne-Sophie Carpentier. À la réalisation, Bastien Gagnon La France. Et c'est une production Cube Radio.